Le Phare Amazon, c'est une maison d'accueil non médicalisée. On organise donc du coup des conférences une fois par mois qui sont ouvertes à tous en partenariat avec l'Institut du cancer. C'est un partenariat qui dure depuis un petit moment. Voilà. Les conférences sont choisies en lien avec les attentes des Amazones, puisqu'on fait un petit sondage et on organise ces conférences. Donc, les conférences sont retransmises sur la chaîne YouTube. Donc, c'est ouvert à tous. Voilà. Alors, ce soir-là, ce qu'on va vous proposer, c'est l'accompagnement et le parcours de soins et l'apport des patients partenaires. Voilà. Alors, pour info, la session est donc en vidéo. On a en lien Teams Cécile, qui est en métropole, qui est active dans le domaine du patient partenaire, qui passe le DU patient partenaire également, qui travaille dans une association de patientes également. En intervenante, on aura Déborah, qui est avec moi sur la formation patient partenaire. On est en train de préparer le DU en lien avec l'UFPP. Et Jean-François qui sera avec nous, qui est oncologue. Voilà. Un diplôme universitaire. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les personnes ce soir. Après, nos conférences, l'objectif, c'est une fois par mois, c'est de 17h30 à 19h. C'est un tempo bien précis, de façon à permettre aux Amazones qui sont en parcours de soins de venir se dire à 19h, j'ai terminé, je rentre chez moi et je peux me reposer. Voilà. Donc, on va essayer d'être rapide en étant synthétique et de façon à permettre à tout le monde de comprendre cette notion de patient partenaire. Et puis, on va essayer d'avoir un débat ensemble, voir ce que vous en pensez, si vous vous projetez dans cette démarche. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Déborah. Commencer. Pour démarrer la notion de patient partenaire, donc elle a été développée assez récemment. C'est quelque chose qui n'existe pas formellement sur le territoire. Mais donc, pour aborder cette notion, il faut voir que la notion de patient partenaire, elle a été issue d'un constat qu'au sein du parcours de soins, il y avait des besoins de la part des patients qui n'étaient pas satisfaits, pas comblés. Et donc, ces besoins, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un besoin en information et en éducation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le patient, quand il apprend, il a son rendez-vous d'annonce, il apprend qu'il est malade, on lui annonce ses premiers traitements, le début du protocole, il va avoir une base d'informations qui vont lui tomber sur le nez et il va avoir du mal à se sortir avec tout ça. Donc, déjà, dès ce niveau-là, il peut avoir besoin d'un accompagnement pour essayer de démêler un petit peu toutes les informations qu'on va lui donner. Ensuite, on a noté également des besoins en soutien émotionnel. Effectivement, c'est quand même un choc. C'est un choc que d'apprendre une maladie. Donc, c'est important de pouvoir être écouté, encouragé au début et tout au long du parcours de soins, tout le long des différentes étapes. Ensuite, on a eu des besoins en navigation du système de santé. Je pense que tout le monde a été un peu confronté. Les démarches administratives, c'est complexe, c'est long. Il y a beaucoup d'intervenants. Et là, c'est pareil, on a souvent du mal un petit peu à s'en sortir. Et donc là également, on a un accompagnement qui peut être très, très important pour les malades, de savoir un petit peu vers qui se retourner, quels documents, etc. Des besoins ont également été notés dans la prise de décision. Parce qu'effectivement, notamment au sein du parcours de soins et des protocoles, les malades vont être amenés quand même à prendre des décisions sur les traitements qu'ils vont choisir, qui vont suivre ou pas d'ailleurs. Et ces décisions, elles doivent être prises en connaissance de cause avec des informations, parce qu'on parle de décisions éclairées. Et ça va être très important d'être accompagné par des gens qui sont passés par là, partager leur expérience pour les orienter, les éclairer surtout sur les choix et les décisions qu'ils vont être amenés à faire. Et enfin, des besoins en autonomie, ce qu'on appelle l'empowerment. Donc en fait, c'est un peu barbare pour dire que les malades et les patients, en fait, ils vont être acteurs de leur parcours de soins. C'est-à-dire que le malade n'est pas seulement là pour suivre ce que les médecins vont lui dire, il faut qu'il réfléchisse par rapport à ce qu'on lui propose et qu'il même à la fin, il décide, lui, de ce qu'il veut réellement faire, de lui, de son corps et de sa maladie.
Donc, c'est justement le recensement de tous ces besoins qui ont amené à la création d'un patient partenaire. Donc, un patient, une fois sorti de son parcours de soins, va se mettre en fait au service et en aide d'autres malades. Et c'est là que s'arrête ma présentation et je vais passer la parole à Cécile qui va vous en dire un petit peu plus sur le patient partenaire en lui-même, ses activités. Et puis voilà, je vous la laisse prendre la suite. Merci Déborah. Merci Déborah. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Parfait. Impeccable. Ah, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres entre nous, hein, parce que moi, je suis en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, et il ne fait certainement pas le même temps que chez vous, mais c'est un vrai plaisir de me joindre à Marie-Christine, à Déborah pour cette soirée, et puis à Jean-François Moulin également, et à Élodie, que j'ai eu l'occasion de contacter depuis quelque temps. Donc, le patient partenaire, vous allez voir qu'il a, c'est une vraie ressource en fait, hein, à la fois pour les personnes malades, pour les aidants éventuellement, et puis peut être aussi un lien important avec les équipes soignantes, hein, un petit peu comme un relais qui donne la main en fait d'un côté et de l'autre, donc pour à la fois écouter et échanger, hein, sur les problèmes de santé, les traitements, ou tous les sujets qui sont difficiles d'un point de vue médico-social, hein, parce qu'auparavant, on parlait beaucoup de la santé, et dans les évolutions en fait, de toutes ces pratiques, on intègre le volet médico-social, hein, donc c'est ce dont a parlé Déborah tout à l'heure, sur pourquoi pas des démarches administratives, un soutien pour mettre en lien avec des bonnes personnes. Donc, on a un rôle aussi de soutien. Donc, dans la préparation des rendez-vous, hein, parce que ce n'est pas toujours simple, peut-être d'aller à un rendez-vous d'annonce ou un rendez-vous qui va indiquer qu'on va compléter le traitement, ou qu'il y a… alors, on parle des cancers, mais ça est pour toutes les pathologies possibles, hein. Ça pourrait être des personnes qui sont dans des maladies chroniques, telles que le diabète, et encore d'autres pathologies qui demandent en fait un soutien dans la durée, on va dire, hein. Donc, il y a parfois des rendez-vous d'étapes dans lesquels on peut intervenir pour vous aider à préparer des questions, par exemple, hein, ou débriefer après et dire est-ce que j'ai bien compris, hein. Donc, à la fois, nous, on peut être un recueil de vos questions s'il y a une incompréhension quelque part, et ensuite aller vers les équipes soignantes pour vous rapporter les informations complémentaires, hein. Ce n'est pas toujours facile d'avoir la disponibilité des soignants qui sont bien occupés parfois, mais on peut être ce relais-là. Donc, on est là pour vous accompagner, hein, bon, là, on parle du cancer, mais il y a toute pathologie, hein. Vraiment, on a une capacité d'écoute. Alors, on n'est pas des professionnels de la maladie, mais on est professionnels de l'accompagnement. On est une vraie ressource à l'interne, à l'externe, dans les établissements, hein. Donc, le lien avec les familles, le lien avec des médecins de ville, des médecins traitants, pourquoi pas, des liens avec pourquoi pas les pharmaciens. Enfin, on a vraiment un rôle d'interface avec tout votre environnement médical, hein. Donc, notre rôle, c'est de bien vous accueillir, hein, et à chaque étape du parcours, c'est-à-dire en début, pendant et après, parce que parfois, il y a des traitements qui prennent fin, mais typiquement dans le cancer, l'après-cancer n'est pas si facile que ça, surtout d'un point de vue médico-social, parfois, hein. Donc, on a une participation dans la conception de matériel pédagogique et d'activités d'enseignement pour aider les soignés et les soignants, hein, pour mieux comprendre les maladies, pour mieux comprendre les parcours de soins, qu'est-ce qui se fait, pourquoi à telle étape on met des choses en place. Donc, on est un complément d'information
pour mieux comprendre une réalité qui est parfois un peu difficile à accueillir. Donc, l'objectif, c'est une création d'une communauté de pratique, avec d'autres patients aussi, des patients accompagnateurs qui échangent sur leurs interventions en mobilisant plein d'outils, parce que on se forme, on apprend, on acquiert des techniques qui sont en lien avec l'éducation thérapeutique des patients aussi. Et donc, l'éducation thérapeutique des patients, ça se traduit par un accompagnement, pourquoi pas individuel, mais par la mise en place d'ateliers collectifs. Donc, le patient partenaire, il peut être à l'écoute pour déclencher un processus ou en tout cas éducation thérapeutique, à visée d'éducation thérapeutique. Et puis la sensibilisation, bien sûr, avec l'équipe clinique sur les réalités vécues. Dès qu'il y a un cancer ou une autre maladie, c'est un vrai relais en fait, entre le patient et l'équipe soignante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment donner la main. On donne la main d'un côté, on donne la main de l'autre et on est le maillon en fait. Si on peut avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, on a vraiment un volant d'activité assez conséquent et qui est celui de discuter. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup. Donc, on est vraiment à l'écoute. Je dirais que la première qualité des patients partenaires, c'est d'écouter. Même si après, on discute beaucoup, mais on est beaucoup dans l'écoute et l'échange pour créer de la proximité à la fois avec les malades, l'entourage, parce que les familles sont très importantes, elles sont très porteuses et très accompagnantes, très soutenantes, mais parfois, elles peuvent s'essouffler aussi. Donc, on a aussi ce rôle-là de soutien. Et puis, avec l'équipe clinique, peut-être qu'on peut apporter des éléments complémentaires que les équipes n'ont peut-être pas le temps d'aller attraper. On peut être ce lien-là. Et parfois, ce n'est pas facile de dire quelque chose à un oncologue ou à un spécialiste. On peut être ce relais-là si besoin. Donc, notre objectif aussi, c'est de partager notre expertise, parce que généralement, le patient partenaire, il a l'expérience d'une maladie. Peu importe cette maladie, mais il a l'expérience d'un parcours de soins dans la durée. Et donc, du coup, ça le met un petit peu dans une posture de coach. On verra peut-être tout à l'heure avec Jean-François Moulin cette posture de coach santé qui est très, très intéressante parce que à partir de notre expérience, on peut être très soutenant. Et du coup, notre expérience nous permet aussi de vulgariser l'information, c'est-à-dire de rendre simple, de dire, voilà, moi, je suis passée par là. Alors, c'est mon expérience, elle est singulière, mais en attendant, je peux apporter de l'information plus simple de ce qui va se passer, de ce qui est décidé, du parcours, vraiment simplifié. Parce que parfois, on peut être, quand on reçoit de l'information, ce que disait Déborah tout à l'heure, ça peut déborder, quoi. On peut oublier de l'info, on peut être perdu dans tout un tas de choses. Et donc, nous, on ramène de la réalité, on ramène de la simplicité par notre expérience. Ce qui permet d'encourager les personnes malades, de leur redonner de la force en étant vraiment en proximité et vraiment à côté de la personne. On n'est pas devant, on n'est pas derrière, on marche à côté.
On est vraiment… et c'est ça, cette posture de coach, c'est d'être à côté de la personne, pas trop en avant parce qu'on va trop vite. Si on est trop en arrière, on a un temps de retard et ça ne marche pas. Donc, on est vraiment à côté. Tout ça, c'est vraiment pour briser l'isolement parce qu'il y a parfois des personnes qui sont seules dans leur maladie, qui n'ont pas de famille ou des familles éloignées. Donc, on est là pour rassurer, soutenir à des moments clés d'un parcours qui est dans la durée, très souvent. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment un travail d'alliance, de confiance et qui peut exister que dans le respect de la confidentialité et le respect de ce que la personne malade vit et de ce que son environnement vit. On est vraiment très proche sans vivre les choses comme vous les vivez, comme les malades les vivent, parce que c'est une expérience personnelle, mais on est vraiment à côté. C'est vraiment là la force de notre, on va dire, de nos accompagnements. Ouais. Alors après, voilà, je pense que je vais passer la parole à Marie-Christine. Donc, on est sur les apports pour le patient. Vous avez tout un tas d'informations sur la diapo, réduire l'anxiété, améliorer la décision. Les apports pour le patient, en fait, on le vit au Faré. C'est ce qu'on vit, c'est ce que vous vivez chacun dans vos associations. On se rend compte que les patients ont besoin de cet accompagnement. Venir rencontrer d'autres patients qui vivent la même chose, partager cette expérience, on le voit par rapport aux femmes que l'on accompagne. On voit le début du parcours de soins, on voit la sortie du parcours de soins et on voit la prise en main de son parcours, de sa vie, et on décide à un moment donné de passer de l'autre côté et d'être aidante. Ouais. Et c'est vraiment tous les apports de ce qu'on a vu. Donc, cette notion de soutien, de diminution de charge émotionnelle est très importante parce que pour les c'est un séisme dans notre vie et si on arrive à passer ce cap, pas dire que tout va, on est sur la bonne voie, de son parcours de soins. Après, donc, on a des apports du patient partenaire pour les patients et également pour les soignants. Donc, sur les soignants, c'est apporter un autre regard. Pour l'instant, en Polynésie, ce qui peut se faire en métropole n'est pas encore actif puisqu'on n'intervient pas en tant que patient partenaire dans les équipes de soins. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Mais en métropole, c'est quelque chose qui se développe. C'est quand même quelque chose d'assez atypique. C'est des emplois, entre guillemets, bien spécifiques, avec un cadre qui n'est pas forcément facile. Les patients partenaires, c'est vraiment quelque chose, pour nous en Polynésie, qui est très important. C'est un grand virage. Donc, le jour où on va aller s'afficher patient partenaire, il faut qu'on ait une réelle posture, de façon à ce que les soignants ne disent pas ah non, c'est pas la peine. Donc, pour cette raison, le but, c'est de se former. Donc, se former, c'est avec… pour se former, donc, ce qui est important, c'est peut-être avoir été dans le parcours de soins, en sachant qu'il y a aussi des pairs aidants, c'est de se former. Le but, c'est de mettre à profit, disons, son expérience, aider, soutenir. Les qualités, c'est la volonté d'apporter à la personne qui est en face de soi. C'est aussi beaucoup de temps. Donc, dans les associations, on est bénévole. Pour l'instant, c'est du bénévolat. C'est le retour de ce que l'on a reçu. C'est une bonne capacité d'écoute. C'est de savoir aussi un petit peu, on va dire, connaître un petit peu sa place. Travailler en équipe.
en équipe encadrée, c'est-à-dire que au sein d'une association, on a un petit cadre. À l'hôpital, on a des process qu'il nous faut aussi effectivement respecter de façon à pouvoir intervenir et intervenir en bonne intelligence avec les soignants. Et puis, c'est surtout la confidentialité des informations qui sont transmises. Donc, juste pour info, les Amazones qui arrivent au Faré, normalement, on les reçoit, on les reçoit avec plus ou moins un individuel. On va échanger avec elles. Les informations qui seront transmises ne sont pas retransmises après à d'autres personnes. Ça nous permet de faire un premier bilan, savoir où en est l'Amazone, savoir de quoi elle a besoin et lui permettre d'intégrer la structure. Alors, on a identifié un petit peu les différentes possibilités de formation. Donc, on a dans les formations, ce qui va être important, ce sont les fondements de la communication. Ensuite, on a effectivement la formation UFPP, puisque c'est une association en métropole qui forme les patients partenaires. Donc, ils ont un premier niveau 1, c'est une première step pour pouvoir commencer à. Le terme, c'est patient aidant, patient ressources et aidant ressources. Voilà, ce n'est pas forcément des personnes du milieu, on va dire, là on parle de cancéro, mais pas que. Quand on a fait le niveau 1 avec Déborah, c'était des patients de toute pathologie. Sur une promotion de 15 à peu près étudiants, on était 3 à peine en cancéro. Donc, ça concerne toutes les pathologies, ce socle commun de formation. Après, si on veut aller plus loin, il y a les DU, diplômes universitaires. Donc, c'est des diplômes universitaires qui existent. Enfin, il y en a de plus en plus en métropole. Hein. C'est à la Sorbonne, c'est Catherine Tourelle qui avait commencé. Et maintenant, toutes les universités ont un DU. C'est une forme de formation. Et puis, il y a ce qui est important aussi, ça peut être l'éducation thérapeutique du patient. Donc, en Polynésie, il y a quelques personnes qui sont formées en ETP. Maëva, qui est un petit peu notre référente ETP sur le territoire. Donc, c'est aussi un moyen de se former pour être plus armé. Et le modèle de Montréal, qui est plus dans le coaching. Et bien, là, sur cette partie, c'est Jean-François qui reviendra vers nous. Donc, voilà un petit peu pour cerner un petit peu quand on parle de patients partenaires. On est tous, de par notre expérience, on est déjà patient partenaire parce qu'on est passé en ressources, parce qu'on peut faire part de notre expérience. Mais pour aller plus loin, pour accompagner le maximum de personnes et le mieux possible, l'idéal pour nous aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est se former. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, aujourd'hui, en expérience de patient partenaire, on a Maëva au sein de Dialysis qui a déjà formé des patients partenaires. Donc, si tu pouvais nous dire, partager ton expérience sur les patients que tu as formés et ceux que tu n'avais pas formés, voir comment ça s'était passé. Voilà, c'est comment ça s'était passé. Parce que si tu veux, on n'a pas forcément d'expérience. Du coup, tu peux nous dire quelle est l'importance d'être formé, voilà, ou pas. Alors, déjà, moi, je suis néphrologue. Médecin des reins. Et surtout, je travaille dans un centre de dialyse. Donc, effectivement, quand les reins sont malades, ils ne fonctionnent plus, il faut qu'ils passent dans un traitement de souterrain qu'on appelle la dialyse. Et donc, on doit faire l'annonce et on doit proposer aux patients en fait, différentes techniques de dialyse qui lui conviennent au mieux pour sa vie quotidienne. Et donc, c'est là où j'ai besoin en fait, d'un patient ressource pour lui expliquer souvent dans leur langue, hein, parce que souvent les patients sont sidérés et quand les patients pulmonaires sont sidérés, il leur faut. Pardon? Donc à ce moment-là, dans cette phase d'annonce en fait de mise en dialyse et de choix du traitement de suppléance, qui est la dialyse, pour la l'hémodialyse, j'utilise un patient ressource, enfin 2 patients ressources, et effectivement j'ai formé. Déjà, je les ai formés en fait aux techniques de dialyse, parce qu'il faut quand même avoir un savoir, il faut pouvoir transmettre un savoir, il faut un savoir, des connaissances. Et puis la seconde chose, il faut une formation en fait, de communication. Parce qu'il faut avoir une posture, comme l'a dit Marie-Christine, il faut être à l'écoute
Hein, c'est pas de transférer son histoire, c'est d'écouter les mots, le ressenti, son côté émotionnel. Et puis, il faut aussi choisir nos mots, parce que les mots entraînent des mots, hein, des blessures. Donc, en fait, on les forme à la communication, on les forme à la posture, on les forme aussi à l'éthique, hein, c'est important. Comme disait Marie-Christine, il y a, en fait, vous parlez à des patients, donc il y a un secret à avoir, une confidentialité des données à avoir. Et là, j'en parlais encore aujourd'hui avec un patient qui me disait que quand le soignant, nous, soignants, médecins, on arrive, on leur dit il faut faire ça, 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 ok, ils nous disent c'est super, hein, mais d'à côté, tu ne vis pas ma maladie. Hein. Et c'est pour ça que moi, souvent, je fais appel à un patient ressource parce que le patient ressource, il a vécu la maladie. Hein. Donc, il parle le même langage, il parle de son expérience, donc ça parle un peu plus au patient qui va avoir le traitement. Alors, la différence entre les gens formés et non formés, c'est que les gens formés, ils savent parler, ils savent communiquer, ils savent utiliser les bons mots pour rassurer, parce qu'on est là aussi pour rassurer, pour être à l'écoute, pour les accompagner à faire le bon choix. Ils sont formés, ils ont un cadre. Voilà, ils ne débordent pas du cadre. C'est vrai que souvent les gens qui ne sont pas formés, souvent ils ont tendance à transférer leur propre histoire. Il ne faut pas transférer leur propre histoire, il faut rester neutre. Il faut juste apporter notre histoire avec des bons mots. Et pour cela, il faut passer par une qui nous conforte dans notre idée. Voilà. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Jean-François sur la partie Montréal. Donc, on a deux petites slides, si tu veux t'appuyer sur ces slides. Voilà. L'objectif, c'est on est certainement dans l'assistance des personnes qui ne sont pas forcément de la pathologie en cancéro. Et c'est de comprendre ensemble comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin et puis se former. Donc, sur la partie Montréal. Voilà. On a deux petites slides, si tu veux, on te les montre, comme ça tu vas, si on passe l'autre slide, comme ça tu vas regarder. Oui, c'est bien. Voilà, c'est la première, voilà. Le modèle de Montréal, pour pas créer un modèle de Montréal, penser à un dispositif de collaboration entre les patients et les soignants. Et de fil en aiguille, c'est devenu le modèle de Montréal, mais il n'a pas été pensé comme le modèle de départ. Dans la culture canadienne, là où, comme on discutait un peu avec Maëva, là où la France est plutôt embarquée dans les éducation thérapeutique et de fabrication d'un mode de communication avec les patients qui était centré sur l'éducation thérapeutique. Montréal, ils sont partis sur une base différente en disant il y a un patient qui a sa vie d'avant, un événement arrive et chamboule sa vie d'après. Et de l'autre côté, il y a les médecins, les soignants qui, eux, ont un savoir académique, empirique de ce que c'est que la maladie. Ces connaissances-là, elles sont très différentes. Et donc là, s'affrontent deux mondes à un moment. Des rapports soignants-soignés étaient historiquement très paternalistes. Avant, on disait malade, c'est comme ça, c'est autrement, je vais m'occuper de toi. Elle avait juste le droit de dire d'accord. Puis petit à petit, quand même, les discussions ont fait que le partage d'informations devenait important. Et de se dire, de toute façon, les patients acquièrent des informations. Ces informations, ce n'est pas forcément de la connaissance. Et des fois, elles peuvent servir, des fois, elles peuvent desservir. Là, c'est de se dire, ces informations que le patient a, il faut les mettre en accord avec les informations que les soignants ont. Et là, c'est de décider du choix de traitement ensemble. Le patient et le médecin. La personne qui a raison ou qui a tort. Le bon choix, quel est-il? Le bon choix, ce n'est pas juste le patient. Après, le médecin ou le soignant apportera, lui, sa connaissance empirique de la maladie et la connaissance expérientielle, savoir expérientiel, l'expérience du patient, ça, c'est les patients qui vont la vie. Donc, dans le choix qu'un patient nouveau va faire, peut-être que d'avoir d'un côté les savoirs des soignants, l'expérience des soignants, mais aussi l'expérience des patients devrait l'aider à mieux choisir
son propre traitement à lui en fonction de ses propres vies, croyances, pensées, et de changer aussi d'avis. Non au début, puis après, ou l'inverse. Ça, c'est le modèle de Montréal en disant il faut amener le soignant et le patient à co-construire le projet de soin et à être en fait d'accord. Ça impose des changements de posture dont on parlait tout à l'heure. Hein. Posture, c'est qui je suis moi en tant que soignant et puis qui je suis moi en tant que malade. Et de rééquilibrer un peu les choses en disant moi je suis patient mais j'ai aussi mon mot à dire. Et moi je suis soignant et j'ai aussi mot à dire quand je ne suis pas d'accord parce que ça peut être le choix. Et après, c'est d'accepter. Pas la question de être d'accord ou pas d'accord, c'est accepter conjointement le choix qu'on choisit et d'aller dans le même sens, patient et médecin et soignant. Donc, à partir de là, ils ont développé, conceptualisé cette notion de co-construction, co-décision, en la développant. Il y a la co-décision individuelle au sein de la consultation, puis après, il y a la co-décision sur l'organisation d'un hôpital, sur le choix d'un bâtiment, sur les choix stratégiques d'un établissement, est-ce qu'il va faire plutôt ça ou plutôt ça, et même en recherche. Hein. Par exemple, il y a des patients partenaires à l'université pour apprendre aux soignants ce qu'est un patient. On parle d'études, infirmiers, quelle que soit la profession de santé qu'on a, qui sont faits par des professionnels de santé qui nous apportent ce savoir technique important aussi, mais les patients aussi vont de plus en plus expliquer aux étudiants ce que c'est qu'un malade, comment il parle, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il ne reçoit pas, donc ça, c'est par exemple dans les différents axes que Montréal a développé, puis après il a sectorisé un petit peu le patient, différents types de patients. Donc voilà, ce patient ressource qui est le patient du soin dont on parlait jusqu'à présent, ce patient au contact du patient, ce patient accompagnateur, on pourrait l'appeler aussi. Ça peut être aussi ce qu'on appelle en France le patient expert en colostomie, le patient expert en trachéotomie, le patient expert en mastectomie reconstruction, qui pourrait expliquer. Mais il y a aussi ces patients, le patient chercheur, c'est encore autre chose, mais le patient qui va agir au niveau des gouvernances. Il y a aussi ce patient formateur, et des soignants, et puis ce patient, par exemple dans la recherche clinique, je trouve que c'est assez intéressant l'arrivée avant, quand sachant les gens qui font de la recherche sur les médicaments ou sur comment mieux soigner, on ne demandait pas aux patients dans le choix des axes un laboratoire de recherche très fondamental, hein, qui va travailler sur des cellules, peu comprennent de quoi ça parle. Hein. Mais à la fin, dans un comité, de dire, il y a un patient qui va dire, moi, j'ai eu, par exemple, une maladie rare qui s'appelle un sarcome, qui sont des maladies. Alors, moi, j'ai eu un sarcome, et puis là, votre recherche, elle va dans un truc que moi, je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc, s'il faut choisir entre 10 projets, moi, je vous dis, celui-là, il n'est pas intéressant, alors que celui-là, peut-être que moi, en tant que patient, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas biologiste moléculaire, je ne comprends pas comment ça marche, la mutation, machin dont vous parlez. Mais par contre, je sais que moi, en tant que patient, ça m'intéresserait qu'on aille développer cette connaissance-là. Et donc, il y a une voie qui est donnée aux patients dans des endroits où on peut imaginer qu'il allait arriver. Parce que même moi, médecin et clinicien, je ne suis pas capable de discuter un choix de recherche très fondamental. Et par contre, le patient, lui, en tant que patient, il a le droit de dire non en tant que patient. Moi, en tant que clinicien, je n'ai pas mon moyen de dire. Si je dois choisir entre 10 projets, celui-là et celui-là, c'est par exemple des exemples que vous avez vu sur son partenaire qui est comme ça à Bordeaux, et les patients ont décidé, et finalement, ils ont été en partie écoutés, puisque c'était les seuls qui ont permis de déterminer le choix entre 3 projets, en fallait un. C'est de dire, finalement, nous, ces 3 sont intéressants, le patient il trouve que c'est celui-là qui est le plus intéressant, donc on va choisir celui-là.
Ça, c'est pas le patient seul qui choisit. Donc, c'est pour vous dire à quel point un patient peut, avec ses propres savoirs, son propre vécu, transformer son vécu en savoir, en connaissance un peu plus générale de sa propre vie, son propre roman de vie, et en faire un sujet qui pourrait être utilisé par la communauté. Avec cette communauté de santé, il y a les patients. Seulement. Si les patients, jusqu'à présent, on oubliait, on parlait de communauté de santé, on parlait des soignants à l'hôpital, d'ailleurs, à la ville. Or, voilà, un patient clinique passe 10% de sa vie à l'hôpital, nous, on pense que c'est un patient parce qu'on voit ces 10%-là, et puis le peu de temps qu'il passe à l'hôpital, il en connaît probablement aussi des choses que nous, on ne voit pas, parce qu'on a les mêmes visions sur une porte, sur un fauteuil. Donc, c'est finalement le monde de la santé, c'est le monde des soignants et des patients. Et c'est un peu, je pense, ce qu'apporte ce modèle de Montréal, qui après peut être décliné par plein de manières. Et en France, les différentes formations qu'il y a se détachent d'ailleurs un peu de ce modèle, parce qu'il n'est pas universel. C'est leur modèle, et d'ailleurs les Covid. Et c'est une approche comme en France, Catherine Surgis ou d'autres, qui ont une approche plus un point de départ militant. Je pense qu'en France, il y a une approche éducation thérapeutique assez formatisée, puis après, il y a les patients militants, qui sont des patients qui tendent contre. Et Montréal, ils sont plus défendre avec. Maintenant, des patients en France qui étaient plutôt contre, en tout cas en défendant leurs propres particularités. Maintenant, ça s'équilibre un petit peu, je trouve, parce qu'il y a des travaux intéressants avec France Asso Santé, qui rassemble toutes les associations de patients. Et finalement, ils se sont intéressés à ce modèle de Montréal il y a quelques temps. Il y a eu des brainstorming, des rencontres, pour demander finalement c'est quoi ce modèle de Montréal, où savons très bien ce que c'est. Et on est encore dans un flou, et je crois que ce n'est pas grave, le flou. Il n'y a pas besoin de mettre des mots sur tout et des cadres sur tout. La question, c'est il y a deux mondes, et on a envie qu'ils se parlent, qu'ils s'entendent, et on n'est pas obligé qu'ils soient d'accord, mais en tout cas, moi, je suis patient, je ne veux pas, et toi, soignant, je dois juste être d'accord avec mon choix, même si tu n'es pas d'accord fondamentalement avec ça. Et c'est très difficile pour les soignants. C'est là aussi où il y a échange entre les deux, et on a, nous aussi, à apprendre, patient qui a bien faire profiter à la communauté de santé son expérience. Le concept de vie n'est pas comme juste j'ai eu ça, c'est horrible, les méchants soignants. C'est aussi possible d'entendre ça, je pense. Je me rappelle par exemple du jeune enfant qui avait été guéri d'une leucémie, mais qui, 20 ans après, était stérile et qui était venu insulter son hématologue en disant mais comment ça, tu m'as rendu stérile à 2 ans alors que moi j'avais envie d'avoir l'enfant maintenant. Juste, c'est ça à accueillir, et c'est aussi cette capacité pour moi, les patients partenaires, d'apprendre à dire. Apprendre à dire dans le système de soins, je ne suis pas d'accord ou je ne veux pas, ou voilà. Thème un peu hiérarchique contemporain, il y a autorité, soignant. Cécile, tu es toujours là? Je suis là. Oui. Mais ça a coupé un tout petit peu sur la fin de votre intervention. Pour moi, en tout cas, ça a coupé. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ça ou Non, moi je suis assez fan du modèle de Montréal, mais parce que d'abord je suis coach professionnel, donc j'ai une orientation très dans ce domaine-là, et je trouve que cette idée de l'arbre avec des spécificités, des orientations différentes me semble vraiment intéressante, et ce serait bien d'intégrer ça peut-être dans les formations en France, mais ça viendra, enfin en métropole, je veux dire. Ça viendra, ça viendra. Mais je suis assez fan, ouais.
je me suis penchée un tout petit peu là dernièrement sur ce modèle et je le trouve très intéressant. Je trouve que de ce que je connais de mon métier de coach, plus la maladie, plus l'éducation thérapeutique, voilà, ça donne vraiment un socle vraiment très, très intéressant pour justement choisir là où les branches dans lesquelles on serait plus à l'aise en fait. Peut-être que le modèle de Montréal est beaucoup plus ouvrant pour que le patient partenaire se développe vraiment avec ce qu'il est aussi. Ça me paraît, ouais. Bon, c'est sûr qu'on peut être à l'aise en discutant en tant que patient dans un conseil d'administration d'hôpital et pas du tout à l'aise en face d'un patient. Et inversement, être très à l'aise dans le colloque singulier avec un patient et puis pas du tout dans une réunion de service où on va discuter de comment et sa d'attente, etc. En Polynésie, on n'est pas si en retard que ça. Moi, dans ce modèle-là, d'abord, c'est un peu ce qu'on disait à la réunion quand on s'était vu CPF, là, en discutant de ça, c'est que moi, je trouve que déjà, le patient partenaire en Polynésie, il existe déjà, parce que je trouve que entre patients, entre Polynésiens dans les îles, etc., les gens, finalement, arrivent toujours à trouver une espèce de petite ressource d'aidant ou de patient qui a déjà eu ça et qui va un peu le coacher, pas comme ça. Je pense que c'est très isolé dans leur maladie, mais un peu quand même, ça existe déjà. Et puis, quand le projet ICPF a démarré, très, très vite, très tôt quand même, les patients ont été associés au projet. Enfin, les associations de patients sont dans le conseil d'administration. On peut chercher en France les établissements de santé où il y a des patients dans le conseil d'administration. Je ne pense pas qu'on en compte énormément. Donc, finalement, je veux dire par là qu'on n'est pas à la traîne. Et je pense que le modèle vie polynésien n'est pas à la traîne non plus. Enfin, on n'a pas l'impression, quand on parle de tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, je n'ai pas l'impression qu'on parle d'un truc qui échappe complètement à vos notions de vie ici. Enfin, la vie en communauté, la vie en famille élargie, la notion d'entraide, la notion n'est pas un concept, alors que bon, en Occident, il faut un peu le forcer ce concept, parce qu'il n'est pas tout à fait naturel pour tout le monde. Donc, voilà, après, ça c'est le modèle de Montréal, il y a des cases comme ça qui sont mises, mais ça peut aussi être un patient partenaire, autre chose. Hein. D'ailleurs, le nom patient partenaire, c'est un peu un nom générique, mais expert, ressources, accompagnateur, on ne sait même pas comment l'appeler exactement, en fait, on ne sait plus comment l'appeler, donc patient partenaire, c'est bien, c'est bien. Oui, pour apprendre d'autres appellations et peut-être que lui-même, même dans sa pratique, il se dénommera autrement. Hein. Donc, c'est effectivement à la fois un socle de formation, l'expérience personnelle, enfin tout ce qu'on a dit, mais c'est vrai que peut-être qu'en métropole, la différence de la Polynésie, c'est que on est sur un cadre réglementaire qui est en train un peu peut-être de se serrer, je ne sais pas. Je n'ai pas la maîtrise de ça, hein, mais l'avantage de la Polynésie, c'est effectivement d'avoir un territoire qui est pas très grand. Et donc, il y a peut-être beaucoup plus de ressources qu'on ne pense, en fait. Hein. Simplement, voilà, peut-être les caractériser, les identifier, les définir, mais il y a certainement une grande richesse pour être présent auprès des malades, en fait. Est-ce que dans les personnes qui sont là, il y a des personnes qui ne connaissaient pas cette notion de patient partenaire? Je sais qu'il y a eu une réunion à l'ICPF, donc il y a des personnes qui sont déjà bien concernées. Est-ce qu'il y a des personnes est-ce que celles qui n'étaient pas à la réunion à l'ICPF, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler? Je ne sais pas la notion. Je comprends la CPF, ça rejoint en fait l'émission de la société. L'émission L'Europe Assistance. Ouais. J'étais contactée par l'expert. C'est une association que j'avais déjà
c'est la même définition. Ça vient de classifier si là, c'est un petit parce que c'est une notion qui est, enfin, le fait de mettre un mot est peut-être récent, c'est quelque chose qu'on fait déjà, qui n'est pas forcément spécifique à la pathologie, à la pathologie de cancer, pas forcément spécifique. Et du coup, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour d'autres, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est quelque chose qui pourrait intéresser d'autres pathologies. Donc, à nous de continuer peut-être à développer cette notion de patient partenaire. Merci l'ICPF de nous accompagner. C'est vrai que la mission d'accompagnement des patients fait partie des missions de l'ICPF. Donc, on a de la chance. On nous envie l'ICPF de par les Outre-mer. Hein. Il faut le savoir. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de... donc là, il y avait une première réunion avec peut-être des associations. Là, on est peut-être plus avec des patients et d'autres pathologies. Si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, de constituer peut-être un petit groupe de travail et pour voir ce qui peut être fait concrètement pour pouvoir peut-être avoir un socle, un mix entre la formule de Montréal, les formations qui peuvent se faire en métropole spécifiques sur un DU avec le TP et peut-être trouver une formation qui serait commune à toutes les pathologies, faire venir un professionnel et nous permettre, nous, d'être efficaces auprès de l'ensemble des patients. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut peut-être être l'objet de réflexion commune. Après, c'est pas parce qu'on rentre dans peut-être ce groupe de travail qu'on est obligé de s'investir, mais comme disait Jean-François, c'est de la co-construction. Et puis, si c'est avec Europe Assistance, vous avez une vision, les EVASAD, vous avez une vision. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse être formé, faire plein de petites graines, plein de petites graines qui feraient d'autres petites graines, et comme ça, on pourrait accompagner un maximum de patients. Il y a agir aussi sur la prévention quelque part, parce que si toi, tu es formé, tu peux aider la copine, tu dis, mais attention, mais qu'est-ce que tu fais ce serait quelque chose d'intéressant aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose on le fait déjà naturellement, comme dit Jean-François. Donc, les missions des associations, c'est ce qu'on fait. Mais et de par ton expérience, Maréva, on se rend compte que effectivement, nous, on doit déjà, avant de commencer à s'investir, il faut qu'on puisse se détacher de notre histoire personnelle pour pouvoir envisager de se détacher de son histoire personnelle et pouvoir envisager de pouvoir accompagner quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que font les associations en métropole de former des patients ressources. Et à la Ligue, il y a une association de diabétiques dans les recherches qu'on a pu voir faire. Et ce qu'ils proposent, c'est une formation. Pardon, excusez-moi. Ce qu'ils proposent, c'est une formation, un socle commun, et après, quelques jours dans l'association correspondant à la pathologie qui intéresse la personne. Donc, Marie-Christine, par rapport à l'arbre du patient partenaire, il y a un volet effectivement qui ne figure pas dessus et dont tu as parlé, c'est le patient prévention. Hein, parce que si on veut éviter le plus les maladies possibles, le patient partenaire, là j'invente en même temps que je vous parle, hein, mais il y a le patient prévention. Donc, il y a peut-être des branches à ajouter dès la médecine de ville ou même avant d'aller chez le médecin. Hein. Qu'est-ce que de par notre expérience de patient,
on peut, alors pas recommander parce que on n'est pas là pour recommander, mais porter en termes de prévention. Ça peut être aussi une piste en termes de formation à ajouter. Je ne sais pas. Moi, j'adore créer des trucs. Donc, Bonjour Céline, merci. Je voulais juste intervenir par rapport à cette idée sur le dépistage, ou en tout cas sur la prévention et la prévention primaire avec le dépistage secondaire. C'est vrai que sur le programme Tarona Télé, par exemple, qu'on a fait l'année dernière et cette année, donc il y a un programme principalement d'accompagnement, enfin de transport des patients vers un lieu où faire leur mammographie. Mais en parallèle, dans ce projet, il y avait l'idée d'apporter un transport parce qu'il y a beaucoup de difficultés de transport pour accéder à des lieux de soins, ou voilà. Mais en plus de profiter de l'effet de groupe. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu cette idée d'échange d'expériences. Et par exemple, il y a vraiment eu dans les témoignages, la première personne qui a fait sa mammographie dans le groupe et qui ressort contente et fière de l'avoir faite, il y a quand même un effet positif après sur le reste du groupe. Et donc, voilà, on va dire que ça, c'était pas forcément l'objectif au départ, mais cet effet de groupe et justement d'expérience partagée, et qu'on espère aussi qu'il se ramène après à la maison et à l'entourage pour dire, ben voilà, j'ai fait ma mammographie, et finalement, ça fait pas si mal que ça, ou ben voilà, j'avais très peur, et puis ben, le résultat est bon. Alors, quand c'est pas bon, c'est sûr que c'est différent, mais en tout cas, c'est un peu ce qui a été finalement utilisé, sans encore une fois le labelliser patient prévention ou quoi, mais au final, comme on l'a dit tout à l'heure, on le fait sans mettre de nom dessus, mais en fait, c'est ça. Complètement, oui. C'est sûr qu'il y a des choses qui se font naturellement, même au sein de la famille. Hein. Sans le savoir, les gens ont des comportements de ressources. Et donc ça, c'est super important. Hein. La différence avec le patient qui va partager son expérience, c'est la vivance qu'il peut rapporter en fait. Hein. Quand il y a des annonces de maladies potentiellement mortelles, hein, soyons clairs, avoir un patient qui est encore là, qui peut témoigner, ça donne de la vivance, voilà, de mon point de vue. Hein. Ça peut apporter autre chose. Mais effectivement, un membre de la famille qui a déjà vécu est une ressource indéniable, effectivement. Mais qui, à l'inverse, après, mais qui, à l'inverse aussi en oncologie, peut être aussi négative. C'est-à-dire que sur la prévention et le dépistage, par exemple, la mammographie qui fait mal, c'est des choses qui ont été entendues dans l'entourage et qui après se transmet. Et donc finalement, quand on pose la question aux femmes, mais d'où ça vient cette idée, je crois qu'on m'a dit que, ou ma tante m'a dit que, pareil sur l'oncologie et le traitement, c'est-à-dire qu'on a vu quelqu'un de sa famille se dégrader physiquement, ou voilà, et cette image elle reste, hein, et du coup là l'entourage a un côté, enfin j'ai pas envie de dire négatif, c'est pas le mot, mais d'expérience, de retour d'expérience qui peut être encore plus angoissant. Oui, c'est la différence avec le patient partenaire formé avec tous les outils de communication. En fait, c'est le choix des mots, l'écoute et quel mot on va choisir pour cette personne-là qui va être soutenant. Et c'est tout un, enfin on va dire un art, hein, mais c'est pas si facile que ça, hein, parce que ça demande un travail dans la tête d'aller chercher le bon mot, le bon canal de communication, et parfois les silences sont bien plus importants que des mots. Donc, c'est en ça que des apprentissages et acquérir des connaissances dans la communication, comme ça a été dit tout à l'heure, ça peut faire un tout petit peu la différence. Si je peux me permettre, la communication est une compétence. Hein, ça demande vraiment. La communication n'est pas naturelle. Hein.
Moi, je vois dans les soins, on a souvent tendance à dire ne vous inquiétez pas, ça va pas faire mal, est-ce que ça t'a pas fait mal? Voilà, ça, c'est tout ce qu'il faut bannir. Il ne faut pas parler avec des phrases négatives, il faut essayer d'éviter certains mots négatifs qui peuvent suggérer de l'angoisse ou de la douleur. Donc, en fait, la communication, ça nécessite une formation parce que c'est une compétence. Voilà. Et je pense que c'est en ça, en fait, que c'est important d'être formé et de former les patients partenaires parce qu'on est là pour rassurer. Parfois, involontairement, on va dire ne t'inquiète pas parce qu'on veut rassurer, mais malheureusement, le ne t'inquiète pas quand on est sidéré ou qu'on a un stress, le patient va entendre dire que inquiété et ça va majorer son anxiété. Hein. Et en soi, voilà, c'est pas bon. Il y a des mots qui font. Et j'ai une question par rapport à l'expérience des patients partenaires en néphrologie. Est-ce qu'il y a au-delà de la formation, est-ce qu'il y a un profil? Est-ce que par exemple, il faut savoir parler tahitien? Pas forcément. Est-ce que c'est un certain âge? Est-ce que c'est un certain néphro peut-être pas, mais est-ce que même le sexe a une influence? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme parle à un homme? Est-ce qu'une femme parle à une femme? Voilà, est-ce que tout ça. Celui vraiment que je prends comme patient partenaire, hein, c'est. Je pense que l'âge ne compte pas forcément. Déjà, il faut qu'il soit motivé. Je pense que la motivation, c'est hyper important. Il faut se sentir motivé pour se sentir impliqué et engagé à vouloir partager son expérience, à faire attention à ses mots. Donc, motivé aussi à être un peu formé en communication. Et puis alors pour moi, c'est indispensable. Hein. Je parle un tout petit peu tahitien, mais pas suffisamment pour parler avec le patient. Et là, tout à l'heure, le patient m'a dit il faut qu'il parle le même langage. Et je pense que je suis 2000, mais il y a quand on est sidéré, le polynésien, il parle un langage métaphorique. Bien, mais le langage métaphorique, il y a des mots à utiliser, il y a un vocabulaire qu'on n'est pas bien, on a besoin de retrouver sa langue naturelle. Voilà. Donc, je pense que moi, je sais que je le prends parce qu'en fait, il parle le polynésien et que je ne suis pas capable de parler le polynésien pour au mieux l'accompagner parce que quelquefois, ils ne comprennent pas aussi. Donc, il faut les deux. Je pense qu'il faut mixer les deux. Et je pense que c'est important d'avoir des patients polynésiens qui parlent le polynésien et la culture polynésienne. Ce serait la même chose pour les Bretons. Moi, je trouve que c'est fondamental d'avoir la culture aussi et le langage, la langue en fait. Et avoir une très bonne connaissance me semble indispensable. Il y a le breton, il y a effectivement. Ouais, mais tu sais, je pense que tu vois, moi je vois, quelquefois je fais des blagues en tahitien, mais si je le prononce mal, et quelquefois c'est en fait, c'est dans cette phase en fait de sidération où souvent il y a une annonce, dans cette phase de stress ou d'angoisse, le fait même quand on est occidentaux, etc., le fait de parler en deux mots, ça veut dire que tu prends en considération la culture, tu prends en considération son identité. Et je pense que c'est important. Moi, c'est mon expérience personnelle. Hein. Je pense qu'il faut les deux. Voilà, je pense qu'il faut l'occidental avec ses compétences, son expérience, sa façon de faire. Et je pense que aussi c'est important d'avoir dans les groupes de travail des gens qui connaissent la langue, qui connaissent la culture, qui connaissent le polynésien. Voilà. Bien sûr, la langue crée de la proximité encore plus. Donc, ça, c'est évident. Et pour revenir sur le sujet homme-femme, sur un cancer de la prostate, moi, je vais être super mal pour parler de ce que ça va faire, quoi. Donc, il va falloir effectivement avoir des… Moi, je ne suis pas équipée en prostate, je ne suis pas équipée en tout ça. Donc, alors, par contre, des hommes peuvent avoir des cancers du sein. Donc, mais le cancer de la prostate, nous, ça ne nous arrivera pas. Et pour les effets, par exemple, secondaires, moi, je ne sais pas le faire. Je ne saurais pas être rassurante ou dire partager une expérience parce que je ne l'ai pas. Donc, inviter les hommes à devenir des patients partenaires et que ça ne soit pas une prérogative féminine, oh là là, mais oui. Venez les hommes. Sur ce que tu disais, Maëva, sur comment choisir le patient qui soit engagé, c'est intéressant parce qu'il y a une patiente partenaire qui a fait un petit papier, je
pourrais vous faire passer. Et elle dit, moi, je ne suis pas une patiente partenaire. Parce que patient partenaire, c'est très marqué Montréal. C'est vraiment le terme que vous utilisez. Et elle dit, moi, je suis une patiente engagée. En fait. Finalement, est-ce que la bonne définition du patient, c'est pas patient engagé? Engagé n'importe où, hein. Engagé dans la formation, engagé dans les partenaires. Dans ce concept de Montréal dont je l'ai parlé, c'est cette espèce de partenariat avec le soignant qui est la co-construction de son propre parcours. Et après, donc ils ont gardé ce terme, mais je trouve que patient engagé, ça donne bien aussi, on sait où on va, quoi. Ben, est-ce que je suis vraiment engagé? Ce partenaire, oui, bien sûr que je suis partenaire des soins. Et est-ce que. Donc c'est intéressant ce mot de engagé. On peut dire patient engagé, il n'est pas partenaire. Non, je ne sais pas. Oui, même passer en ressources, tu vois. Ouais. Passer en ressources, passer en engagé, ben voilà, c'est. Mais c'est vrai que par rapport à une équipe soignante, peut-être que le terme engagé est beaucoup plus fort. Qui dénote. Alors, de fait, quand on entre dans un processus de formation, quand on entre parce que c'est pas évident, hein, ne serait-ce que Marie-Christine et puis Déborah dans ce DU à distance, voilà, c'est pas évident. Donc, il y a une forme d'engagement. Mais c'est vrai que le dire ou l'écrire, ça a eu d'autres portées et peut-être que ça renforce encore plus des liens. Vraiment une idée de je suis engagée sur quelque chose, on s'engage sur une voie en fait. Ouais, je trouve que c'est intéressant ce mot aussi. Je pense que les Canadiens n'utilisent pas ce mot-là parce que justement, je pense qu'il est trop fort et que pour ne pas faire peur aux équipes de soignants, le mot engagé d'un seul coup, c'est militant. Voilà. Alors que là, le patient partenaire, c'est bien. Donc il y a aussi, parce que quand même dans la question du partenariat patient et soignant, c'est quand même rentrer dans un monde où le patient il a normalement une place bien déterminée et changer de place pour. C'est un travail de progressif, acculturer le monde de l'hôpital, des soins et des soignants à l'arrivée d'un patient qui viendrait faire ce qu'on vient de dire, n'est pas complètement acquis, même si pas du tout. Hein. Je pense qu'on est au début d'un certain changement. Les patients dans les universités, ça fait, je pense, Paris-Nord, peut-être 7-8 ans, avec Olivia Gross, où ils ont commencé à faire ça. Et là, il y a un travail HAS, parce que c'est une autorité de santé en France qui va démarrer là maintenant sur qu'est-ce que c'est un patient formateur. Donc, on est à la naissance de tout ça et des hôpitaux qui ont des patients dans leurs établissements, une seconde sur le doigt et chaque établissement, je ne sais pas, le CHU de Lyon, c'est je ne sais pas combien, 10 000 lits, il va y avoir de malades partenaires, de patients partenaires. Donc, voilà. D'unités patients partenaires mobilisées dans les hôpitaux qui vont aller même à Montréal. Il y a un centre universitaire de ça, mais voilà, ils sont en train de se poser la question toujours de comment on implante un patient dans un système, qu'est-ce qu'il va y faire, où est-ce qu'il est, quel est son rôle, comment il est vécu, c'est encore en cours de travail. Donc, c'est un bouleversement tant pour le patient que pour les soignants, on est d'accord en termes de posture. Hein. C'est ça. On avait toujours la posture du soignant, que ce soit infirmier, médecin ou autre, on a une posture assez haute, paternaliste. Et là, il va falloir changer cette posture en disant que le soignant, comme tu le dis très bien, il est partenaire. Il a donné ses connaissances empiriques, il va falloir être à l'écoute des demandes et des décisions du patient. C'est vraiment un bouleversement dans le système de santé. Oui, c'est en construction. C'est vrai qu'il y a un rapport qui est sorti au mois de décembre 2023, là, justement sur comment construire un statut. Donc, mais bon, voilà, c'est en construction, quoi. Mais après, on peut déjà faire sans avoir un cadre. Et c'est déjà le cas. Donc, voilà. Donc, ça va être par des bénévoles, voilà. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est plein de possibilités. Mais à terme, ce sera peut-être un cadre certainement juridique avec un statut. Mais
peut-être pas exclusivement à l'hôpital, mais il faut vraiment ouvrir sur l'hospitalisation à domicile aussi. Donc, ça, c'est peut-être plus sur la métropole, mais en même temps, en Polynésie, il y a aussi les services de proximité dans des îles éloignées. Il y aura certainement des choses à faire et qui sont déjà faites, certainement. Et pour nous concrètement, par exemple, en tant qu'association, ce qui est important pour pouvoir continuer à être pérenne et puis à multiplier nos actions, c'est de pouvoir compter, justement, certes, on a des bénévoles qui vont pouvoir aider si on fait des actions, mais si on a des patientes sorties de leur parcours de soins, qui ont envie de s'investir, et si elles sont formées, dans notre rôle d'association, de faire changer le regard sur la maladie, d'accompagner les patients, c'est vraiment la prochaine step. Parce que aujourd'hui, on avance, on fait des actions, des manifestations sur notre vécu, mais on peut peut-être faire mieux et aller plus loin. C'est pour cette raison que former des patientes des patientes engagées, des patientes ressources, le DU, c'est encore une autre scène, ça demande du temps. Mais rien que voilà, d'avoir une base, ce premier socle, et ça nous permettrait, quand on veut on veut se déplacer, pouvoir se projeter un peu plus. Alors, le 1er octobre, cette année, on était sur 5 sites. On a pu le faire parce qu'il y a des patientes qui étaient engagées. On s'est construit, et du coup, on a pu se projeter. Et on se rend compte que sur le mois, on ne tient pas le choc. Et on ne peut pas faire avec juste l'équipe que l'on est. Parce que on est patiente déjà. Donc, il faut qu'on prenne soin de nous. Notre parole est importante, ce que l'on va dire, c'est important. Mais il faut des ressources pour pouvoir aller plus loin. Et puis, comme tu disais, dans les îles, c'est important. Là où quelqu'un qui a été formé, qui est intervenu lors de son passage, elle comprend ce que ça peut être, elle a vu quelqu'un qui l'a aidé, et ben, elle peut faire la même chose en rentrant en ayant un apport bénéfique et pas un apport au contraire, voilà, de dire bah non, la chilo c'est ci, c'est ça. C'est ton expérience, c'est pas ton expérience, sortir de son vécu. Je pense que c'est important pour nous de pouvoir passer cette step. Après, rentrer dans les instances à l'hôpital, on a un hôpital à Tahiti, donc bon, ça sera peut-être. Oui, mais oui, tout à fait. Et puis à Raiatea, il n'y a pas énormément de structures médicales comme en métropole. Par contre, sur le terrain, on peut agir dans les communes. Même déjà, ce premier step, moi, ça paraît, c'est fondamental. C'est fondamental. Le travail militant des associations reste une action. C'est aller plus loin ou rajouter une brique à ça, en fait. C'est patient partenaire, imaginons qu'il y en ait trois qui se partagent un équivalent temps plein quelque part, il ne pourra jamais voir tous les malades et ça ne va jamais remplacer tout l'informel. Je pense surtout pas. C'est hyper important, ces rencontres, les tournois de golf que vous faites. Ces choses-là sont autre chose, quoi. Et après, il y a ce patient un peu institutionnalisé, sur qui on va mettre un rôle, une mission, un machin, et qui va accompagner justement les malades qui, eux, n'ont pas l'entourage ou les dents qui va. C'est cela, en fait. On en parlait quand on parlait de Devassan. C'est-à-dire, finalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas le malade qui a accepté Devassan, c'est celui qui l'a refusé. Celui-là, il échappe un peu des radars, etc. Et c'est pareil, comme le patient qui va refuser le soin ou qui va être sûr que dans la décision du refus, elle est vraiment éclairée, comme on dit. Cette parole-là de médecin ou de soignant que nous seuls, on ne peut pas apporter. Les mots, les bons. Et il faut rajouter cet élément-là qui est le patient.
Et voilà, tous les gens dans les associations ne seront pas forcément des patients partenaires. Après, même s'ils ont acquis le concept, parce que c'est un vrai engagement. Oui, parce qu'en fait, l'idée, on va dire, du FARE, c'est-à-dire qu'on va venir sur un temps parce qu'on a besoin d'un soutien. Et puis, dans le parcours de soins, peut-être à un moment donné, on se dit j'ai envie de redonner. On va redonner à ses pairs femmes que l'on va rencontrer. Et puis, à un moment donné, on a envie de sortir de cette maladie, d'aller voir autre chose. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va être cyclique. C'est pas le but de former des patientes, des patientes ressources ou engagées pour qu'elles restent ad vitam aeternam. C'est un passage. C'est un passage. Et le but, c'est qu'on apprenne tous de nos expériences, se dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé. On a chacun notre spécialité, aussi en patient. Donc, si on doit intervenir, si on ressource qui est un patient partenaire qui est à l'hôpital, on a chacun notre domaine un petit peu de compétences. Le but, c'est qu'on arrive admettons, ce patient partenaire qui sera à l'hôpital ou dans une institution, qui rassemble justement tous les patients ressources. Toi, tu es plus spécialisé dans ce domaine. C'est quelqu'un qui part en EMASA, et ben, elle va aller vous contacter. C'est une femme qui rentre dans un parcours de soins, elle peut rencontrer les Amazones, de façon à pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques des patients, et puis ce volet prévention est important. Donc, plein de choses à venir. Il y a un champ à explorer. Et je voyais dans le chat, il y a indiqué qu'il y a des bouleversements qui se font aussi dans le contexte familial. Donc, bien évidemment, on pourrait aussi imaginer un patient ressources famille, parce qu'il peut-être a eu une expérience avec comment communiquer, comment parler aux enfants, comment parler aux parents, comment parler aux conjoints, comment annoncer ces choses-là, si on est tout seul quand on l'a reçu. Donc, effectivement, oui, c'est des bouleversements familiaux et le patient ressource, il peut être aussi à cet endroit-là. Proche des aidants. Parce que c'est les aidants, c'est très important de pouvoir leur donner un espace de parole, pouvoir échanger. Au départ, on avait dit on faisait des conférences à 17h30. Et avant, le FARE était ouvert pour les familles, pour venir visiter et forcément les conjoints d'échanger. Voilà. C'est pas quelque chose qui marche beaucoup. Donc, il faut qu'on arrive, tu vois, à trouver une autre piste organisée. On avait fait à Laser Game. Voilà. Donc, ça permet aux enfants de venir. Les parents peuvent discuter entre eux. Les parents peuvent discuter entre eux. Et c'est aussi important les aidants que les patients. Ouais. D'intervenir. Alors nous, en tant que patient, avec ma petite expérience, dans l'association, quand on reçoit les nouvelles patients, ça reste quand même très délicat. Il faut qu'on soit à l'écoute, qu'on essaye de bien, comment dire, cerner tout ce qu'elle a à nous dire, la patiente, la nouvelle Amazon qui arrive, et après échanger avec elle, ça reste toujours très délicat. Et les bons mots, pas blesser la personne, peut-être dire, quelquefois on dit des mots peut-être sans le savoir, et c'est enfin, plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'une formation, mais bon, on sait. Voilà, c'est le premier step. Le but ce soir, c'est d'échanger, c'est de se rencontrer, voilà. Peut-être sous la houlette, voir ce qui peut être fait, relancer. Voilà, on a identifié les personnes qui seraient intéressées et voir. Puis on travailler sur ce concept. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place?
Des formations aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici en Polynésie qui serait peut-être transversal et après nous une spécialité, bon, et monter une formation c'est toujours compliqué, il faut avoir du monde et puis quelque chose qui serait peut-être pérenne. Bon, voilà. Donc, je vous invite à venir vous inscrire, vous donner vos noms, voir ce qui vous intéresse. Et puis, si vous avez d'autres informations à nous échanger, il est -10. C'est des soirées, le format, c'est on termine à 19h. On vous offre un verre d'eau, c'est pas une soirée cocktail, ça il faut venir un autre soir. Voilà. Donc, voilà, si vous avez d'autres éléments que vous voudriez échanger, quelque chose que vous voudriez vous dire. Et puis après, sinon, on peut clôturer le live. Et puis, se donner rendez-vous très vite. Ça a été un peu mon parcours, puisque j'ai fait une hépatite T. J'ai eu le traitement. Quand on m'avait annoncé la maladie, on m'avait juste dit que j'étais positif. Donc, j'ai cru que j'avais eu le sida. Déjà, au niveau information, et puis pendant presque 2 semaines, je ne savais plus comment savoir à la fin que j'avais eu c'était dû au scandale du sang contaminé. D'accord, ok. Pour ce cas-là, j'ai été pris en charge seulement il y a 2 ans. D'accord. Parce qu'elle avait eu un cancer du poumon. Et au moment de ma prise en charge, j'ai su en parler avec le chirurgien du Taoni. Et du coup, j'ai pu bénéficier du traitement barré. Du coup, j'ai pu être guéri de l'hépatite C et du cancer du poumon, donc on m'a fait une ablation. Après, j'ai eu un AVC. J'ai fait une dépression suite à tout ça. Et pour donner des coups, j'ai divorcé. En résumé. Donc, par rapport à ça, toutes ces étapes qu'on a parlé ce soir, j'ai pratiquement oublié. Et d'abord, du coup, j'ai créé l'association Terra Métaura pour remercier justement parce que je m'ai sorti de toutes ces étapes-là et j'ai pu faire un développement personnel pour sortir de la vie. Donc, en tout, et puis, justement, ce qui m'a motivé, justement, c'était ce parcours partagé, justement, avec le malade. Au départ, je m'étais investi essentiellement aux malades qui étaient en souffrance, qui partaient en Iwasan, l'association qui Terra Métaura en France, Paris. Et puis voilà, aujourd'hui, initialement, j'avais créé cette association, c'était un soutien par rapport à Nini, parce que elle est une association répertoriée en France, et donc pour avoir l'aide du territoire, c'est un peu compliqué. Donc, administrativement, je me suis créé pour l'association. Et aujourd'hui, elle a pu sortir de cette situation, et donc aujourd'hui, on a ouvert un peu nos actions. Là, ça reste beaucoup de bénévolat et beaucoup d'accompagnement extérieur, que ce soit à l'hôpital, en famille, voilà. Juste pour terrain de 5 ans. Et donc voilà, aujourd'hui, avec le CPF, l'annonce de cette ouverture par rapport aux patients accompagnateurs, on fait la chose, et donc là, ce soir, je suis arrivé. Et mon assesseur qui sont là, et on est dans le contexte. C'est important pour nous en tant qu'association, en bénévole également, de se former pour accompagner. Merci. Voilà. Merci Jean-François. Alors, en 2021, quand tu nous as dit, alors, ce serait bien qu'on fasse quelque chose, les sensibiliser, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Oui, c'est le point maintenant. C'est vrai qu'on a et c'est très bien, on a beaucoup parlé en effet du patient engagé, mais je pense, et ce que ça m'évoque par de Jean-François, mais même de Maëva,
Il y a aussi, je pense, un changement au niveau, et bénéfique au niveau du corps médical, encore du chemin, mais en tout cas qui s'amorce, et des praticiens qui commencent à vraiment, voilà, comme tu dis, sortir du paternalisme, se dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas et qu'il faut l'améliorer. Et donc, voilà, l'idée, c'est que ça se rejoigne après, au bout d'un moment, entre ce changement de paradigme des soignants. Même maintenant, dans la formation médicale, il y a quand même beaucoup plus de formations d'accompagnement sur la communication, le dialogue, l'annonce, la gestion même de ses propres émotions, hein, parce qu'au final, on se sépare beaucoup de ce qu'on peut ressentir. Et donc, du coup, tout ça, je pense que on mérite d'avoir dans nos études encore plus de formation sur toute cette partie où on n'est plus des jeunes médecins débarqués aux urgences comme ça à 25 ans, où on te dit, bah voilà, maintenant tu soignes des gens et tu vois des choses horribles et on t'a jamais dit comment les gérer même toi-même. Et ça, je pense que c'est important que les études médicales aussi changent sur cette manière d'aborder la maladie, le patient, le rapport en fait à tout ce que nous, on peut ressentir et aussi mal gérer parce qu'on n'a pas appris, quoi. Et donc, comme tu disais, la communication, c'est une compétence et donc elle doit être introduite dans nos études. Le patient partenaire va aider à apaiser les tensions du patient. Donc, quand vous allez avoir les patients en face de vous, qui sera un petit peu plus si je n'ai pas tout compris, je peux leur poser la question, ou j'ai quelqu'un qui va m'aider, je vais perdre mes cheveux, comment ça va se passer? Ok, bah, à la rigueur, on n'écoute pas parce que tu sais qu'on va pouvoir t'aider à côté. On a aussi un rôle de ce côté-là. Le binôme. De co-construction. Ce que je voulais dire, c'est que si le projet de formation il y a ici en Polynésie, il y aura deux aspects à mais surtout pas zapper, ce sont les aspects culturels et linguistiques. Ça, c'est important parce que, comme vous disait tout à l'heure, ils ne comprennent pas. En fait, c'est peut-être pas le fait qu'ils ne comprennent pas, c'est peut-être le fait qu'on n'est pas bien expliqué, qu'on n'est pas expliqué de la façon où ils comprennent. Il y a deux aspects. Oui, c'est faire quelque chose adapté au territoire, adapté à la Bretagne, adapté. C'est primordial. Voilà. Non, mais d'où l'intérêt en fait d'avoir des Polynésiens. Voilà, c'est un complément. En tout cas, pour moi, le malade qui sont poids, il y a un peu pessimiste, je ne dis pas qu'ils avaient. C'était juste pour moi de venir, et comme c'était fermé, on était à la communication. Dire le 3 mots en français, ça l'on dit tout de suite. Bon, ben, c'est une pire. Ça, c'est énorme. Bien sûr. Ils peuvent être là depuis 2 semaines, ils vont fermer. En fait, la formation, elle doit associer deux choses. Elle doit associer parce qu'il y a des techniques. Hein, voilà, c'est une compétence, il y a des techniques. Et après, effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est prendre un autre ingrédient essentiel, c'est prendre les techniques de communication qui sont connues, applicables un peu partout, adaptées à la culture polynésienne. Donc, il y a un travail à faire. Quel travail! Ah oui, on est passionnés, ça va être passionnant. Ça va être passionnant. Non, mais ce principe-là, ça peut être une bonne base pour démarrer la communication. Ça englobe les maladies, comme tous les malades aussi. Un socle pour la communication. Voilà. Il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà. On arrive au terme de notre soirée. Je pense que, j'espère que pour les personnes qui n'étaient pas familières de ce terme, est-ce que c'est plus clair? La notion de patient partenaire, patient engagé, il y a plein de terminologies parce qu'en fait, il n'y a rien de défini. Voilà. Donc, en fait, on peut, du coup, nous, faire ce que l'on veut. Il y a le modèle de Montréal, il y aura le modèle de Tahiti.
de la Polynésie. Voilà. Donc, voilà, il ne reste plus qu'à construire ce modèle et puis en co-construction, les soignants, les associations et les présidents de ces il y a 4 concours, donc je vous invite à manifester ou d'autres pathologies, c'est qu'à là avec d'autres associations sur d'autres pathologies. Si ça vous intéresse de travailler sur ça. Cécile, un dernier mot? Eh bien, moi, j'aurais été ravie de partager un petit verre avec vous. Mais c'est trop loin. Je n'ai pas le temps de venir. Merci en tout cas pour votre invitation. Je suis honorée d'avoir participé à ces échanges et de toute façon, Marie-Christine, Déborah et puis Élodie et Jean-François Moulin, voilà, moi je reste en lien avec vous et avec grand plaisir. Voilà. Merci pour votre attention. Et merci à tous pour votre écoute. Merci. Merci. Je vous laisse à vos verres. De l'eau, là, c'est nos, voilà, on a des coquilles. Que de l'eau. Juste pour annoncer, le mois prochain, ce sera le jeudi 22 février et c'est sur l'hormonothérapie. Voilà, qui avait été faite l'année dernière, mais qui avait bien plu, donc on le refait cette année, celles qui n'ont pas pu y participer ou qui ont d'autres questions par rapport à ça. Oui, et puis après, c'est important de refaire les conférences parce qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont préparées, donc c'est important d'avoir cette information. Le but des conférences est d'avoir des informations justes, un moment privilégié avec un professionnel avec lequel on va pouvoir poser les questions qui nous intéressent. Peut-être qu'au cours de la consultation, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pensé, et puis on est passé à côté. Et on n'a peut-être pas compris l'importance peut-être de l'alimentation, de l'hormonothérapie. Et c'était le but des conférences. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vous offre un verre d'eau. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à revenir sur une prochaine session. Merci à tous de nous avoir aidé à construire cette petite soirée. Salut Cécile. À bientôt, Nana. Nana.